professeur Claude Cortier, à qui je vais proposer l'une des deux choses suivantes. C'est soit que je me réserve toute l'après-midi pour la présenter, soit qu'elle m'excuse donc là de négliger, parce que pour avoir une idée un peu sur son CV, j'ai dû imprimer des dizaines de pages. Bien. Professeur Claude Cortier, alors vous êtes maître de conférence émérite. Bon, vous êtes docteur en sciences du langage, Université de Lyon 2, depuis 1998. Vous avez préparé une thèse donc, intitulée Institution de l'Alliance française et émergence de la francophonie politique, linguistique et éducative, donc entre 1880 et 1940. Bon, vous êtes affilié à pas mal de réseaux et associations éducationnelles, notamment donc, la Société internationale pour l'histoire du français, langue étrangère et seconde, membre du conseil d'administration depuis 2002 et trésorière depuis 2004. Association pour la diffusion du français, Association internationale pour la recherche en didactique du français, Association internationale de didactique comparée, Sociolingua, donc Association pour la promotion de la langue corse à l'école. Bon, beaucoup de fonctions, beaucoup de postes, notamment donc, vous étiez, je ne sais pas si vous l'êtes, attaché de coopération linguistique. Alors, donc vous étiez chercheuse au sein de l'UMR, donc ICA, j'ai dû faire beaucoup d'efforts, hein, croyez-moi. Donc c'est laboratoire, interaction, corpus, apprentissage et représentation. Alors vos principales activités et responsabilités, vous coordonnez quand même pas mal d'équipes de recherche et vous pilotez pas mal de projets de coopération. France, Algérie notamment, école doctorale franco-algérienne, avec à peu près 1300 étudiants algériens. Alors, à ce propos, donc, vous dirigez, vous co-dirigez quand même des dizaines, j'avais l'occasion d'examiner quelques-unes, donc vous dirigez, co-dirigez pas mal de thèses de doctorat. Maroc, Algérie, en France. Vos axes de recherche, affinités. Alors, c'est histoire et socio-didactique du français langue étrangère, spécialité, et des langues en contact, éducation plurilingue, interaction didactique, politique linguistique et éducative, analyse de discours et corpus, français langue d'enseignement et français sur objectifs spécifiques, donc post et faux. Bien, je vais rencontrer encore une fois beaucoup de problèmes parce que donc vous êtes auteur de plusieurs chapitres d'ouvrages. Alors beaucoup, je dis bien beaucoup parce qu'ils sont classés par rien que depuis 2012. Moi, j'en ai recensé quand même une cinquantaine, donc je n'aurai pas le temps de vous les lire, c'est vrai. Auteur de plusieurs chapitres d'ouvrages, alors co-direction de plusieurs ouvrages, donc auteur de plusieurs articles de revues. Je préfère dire 3 points de suspension et vous donner la parole tout de suite pour nous impressionner davantage avec un discours que je tenterai de synthétiser juste après. Je vous remercie. Bon, je vous remercie beaucoup, chers collègues, pour cette présentation qui retrace quand même mon activité sur plusieurs années en arrière. Ce n'est pas aussi récent, en particulier les publications. Je suis très honorée de prendre la parole devant vous cet après-midi. On a eu ce matin une première conférence et puis des interventions trop courtes, sans doute à la fois de l'avis des orateurs et de l'avis des conférenciers. J'ai la chance, effectivement, et je suis très honorée d'avoir été sollicitée pour cette intervention. Merci à Mehdi Haïdar, que j'ai le plaisir de connaître depuis un certain nombre d'années.
et participer à son jury de thèse, en effet. Voilà. Donc, j'en ai été à l'époque tout à fait ravie au laboratoire de Kinitra. Bon, ben, je vais me mettre au pupitre, parce que j'ai pas le choix. Il est toujours un petit peu difficile quand on est sollicité pour une intervention de ce genre. Bon, quand même suffisamment en amont pour avoir le temps de préparer et en même temps sans avoir, en ce qui me concerne, j'ai toujours du mal, si je n'ai pas une idée un peu précise, des interventions qui vont se dérouler pendant le colloque, des collègues qui vont être là, et parce qu'il me semble très important effectivement de préparer le contenu de l'intervention, bon, effectivement en rapport avec les travaux que j'ai pu faire, mais aussi en rapport avec les attentes de l'auditoire. Je crois que c'est une constante en enseignement et en didactique que je m'efforce de respecter. Donc du coup, il y a eu pas mal d'allées et venues. Et alors j'ai une présentation qui est énorme, beaucoup trop, même pour le temps qui m'est imparti. Vous me donnez combien, Monsieur le Président ? Le programme prévoyait 1 heure, mais sur l'ensemble. Mais je ne veux pas parler pendant 1 heure, sinon on sera tous épuisés. Mais je pense 45 minutes. 45 minutes, bon. Mais j'ai tendance à être bavarde, hein, donc... j'avais dit une demi-heure maximum, mais... bon, on va essayer d'aller plus vite, parce que... C'est vous le président. Il y a beaucoup de choses qui ont été... bon, comme je ne savais pas... ce qu'il y avait, ce sur quoi mettre l'accent, oui, mais ce que je devais développer ou pas. Donc du coup, il y a des choses que vous verrez passer, mais qui ont déjà été évoquées ce matin et de façon très intéressante et beaucoup plus documentée que ce que je vais en dire. Donc voilà, je ne m'étendrai pas sur tout ce qui a été prévu. Et j'essayerai effectivement donc de cibler ce qui me semble le plus important dans cette problématique. Alors, il y a une vingtaine d'années maintenant, effectivement, j'ai travaillé la question de l'accueil et de l'intégration des élèves que l'on dit maintenant allophones dans les écoles et établissements scolaires en France et coordonné un projet de recherche sur ce sujet sur lequel j'ai effectivement beaucoup publié. Et c'était un sujet qui était devenu extrêmement préoccupant dans la France des années 2000 parce qu'il y avait eu une recrudescence importante du nombre d'enfants et d'immigrants en France. Et la plupart des enseignants qui avaient affaire à ces enfants étaient relativement désarmés. Je le disais dans les colloques, et ils ont pris à partie les chercheurs, les universitaires, les enseignants-chercheurs pour effectivement réfléchir à ces situations d'enseignement et voir quelles solutions on pouvait proposer. Donc c'est vrai que avec une équipe de collègues bien sûr, je m'y suis attelée. J'étais à l'époque à l'Institut national de recherche pédagogique et on avait la chance de pouvoir travailler avec des enseignants associés, ce qui est un privilège dans le domaine de la recherche sur l'éducation et en didactique, parce que effectivement, on ne projette pas des expérimentations qui sortiraient de notre chapeau, mais c'est à partir des situations qui sont vécues et problématisées, enfin qu'on amène les enseignants à problématiser, que l'on réfléchit, que l'on travaille, que l'on poursuit ou pas certaines expérimentations et qu'on essaye de les modéliser. Malheureusement, notre État et nos gouvernements successifs ne sont pas toujours preneurs des résultats. Donc ça fait partie des découragements que j'ai rencontrés dans ma carrière. Et il y a eu aussi de grandes satisfactions, heureusement, et notamment celles que j'ai pu rencontrer dans les pays du Maghreb, où je suis toujours très heureuse de revenir. Alors, bien, ce qui est frappant, c'est que depuis déjà un certain nombre de décennies, les pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne représentent une part importante de la mobilité mondiale. Ce taux de mobilité est un des plus élevés au monde et la France reste encore le premier pays d'accueil des étudiants de cette région. Donc, le Maroc tout particulièrement, et ça a été dit ce matin, a développé ces dernières années ce qu'on peut considérer comme une politique d'attractivité et d'accueil, grâce à la qualité de son enseignement supérieur scientifique et technique et aussi de plus en plus à son réseau d'établissements privés ou des établissements délocalisés qui offrent des coûts de formation et de résidence qui sont la plupart du temps moindres qu'en Europe, mais aussi en développant l'octroi de bourses.
Alors, ce qui est important, c'est cette situation, hein, je n'invente rien, là vous l'avez dit, Maghreb, Maroc, entre nord et sud, donc un espace que l'on peut considérer, ça a été dit aussi ce matin, comme de transit, mais je préfère un espace intermédiaire, et pourquoi pas un espace de passage qui ne soit pas toujours douloureux, et je crois que le Maroc se donne les moyens de faire de son pays un pays d'accueil et d'hospitalité et qui ne serve pas trop de gendarmes pour l'espace Schengen. C'est une des douleurs que nous sommes nombreux à partager, hein, de voir comment l'Europe est devenue une forteresse. Il y a un certain nombre d'années, j'ai travaillé en Amérique latine et à l'époque, on regardait avec un peu d'horreur le Rio Grande entre le Mexique et les États-Unis. Et on parlait de ceux qui traversaient à la nage ce fleuve en se disant les pauvres, ils souffrent, on les appelait les dos mouillés d'ailleurs. Mais malheureusement, nous sommes maintenant avec la Méditerranée dans une situation qui est pire que celle que connaît l'Amérique du Nord. Donc je crois que nous sommes honteux devant ce qui se passe. Et nous réfléchissons, mais sans avoir véritablement les moyens d'action, parce que nos politiques ne nous les permettent guère. Les catégories de migrants, alors bon, une forte mobilité, des pays d'immigration qui sont devenus aussi des pays d'installation, ça a été dit ce matin, les catégories de migrants elles-mêmes se brouillent en complexifiant le phénomène. Alors je pense qu'il y a effectivement un espace universitaire mondialisé qui est en train de se constituer au Maghreb, et j'aborderai cela avec principalement deux perspectives, mais on pourrait en considérer trois, hein, c'est-à-dire la mobilité des étudiants nord-africains vers l'Europe. Bon, il y a une mobilité des étudiants maghrébins au sein du Maghreb, mais je la connais peu, j'ai quelques éléments, mais je crois que ce n'est pas, c'est pas là-dessus que je m'étendrai. Et puis, bon, ça a été évoqué ce matin, la mobilité des subsahariens vers le Maghreb comme nouvelle terre d'accueil, plus facilement accessible que l'Europe emmurée derrière des lois anti-immigration. Alors, mon cadre théorique, ça a été dit par Monsieur le Président, hein, sociodidactique des langues cultures. J'avais il y a déjà un certain nombre d'années défini l'approche sociodidactique. Je reprends cette définition parce qu'elle a été pas mal citée, alors je suppose qu'elle convient assez bien. Une didactique articulée au contexte, soi-même de s'articuler à la variété des contextes dans leurs aspects politiques, institutionnels, socio-culturels et socio-linguistiques, d'une part, mais aussi, et j'y reviendrai, à la variation langagière, linguistique et sociale, aux variétés interlectales, interdialectales d'autre part, et pour lequel, la dernière partie s'adaptait plutôt au contexte français, hein, pour lequel nous disions que socio-linguistique scolaire et didactique du plurilinguisme sont deux champs qu'il est absolument nécessaire de convoquer de façon concomitante. Alors, par ailleurs, l'approche interculturelle ou transculturelle est une nécessité en didactique des langues, non seulement en raison de l'ampleur des mobilités internationales, étudiantes ou professionnelles, mais aussi en raison du règne de ce qu'on peut appeler avec Matlard la communication au monde, qui contraint finalement aujourd'hui tout individu à rentrer dans des réseaux et des flux de communication. Alors, on peut effectivement constater la chose de façon négative ou positive, mais en tout cas, le droit à s'informer, à être informé sur la diversité de la population mondiale est aujourd'hui, je crois, une certaine priorité. Bon, ce travail de sociodidactique emprunte aussi au concept et méthodes de disciplines connexes ou voisines dans les sciences humaines, sociolinguistique urbaine, géolinguistique, anthropologie politique, sociologie des politiques linguistiques et migratoires, sociologie de l'éducation, géographie sociale et spatiale, anthropologie des mobilités, ethnographie de la communication, etc. Alors, ce qui m'a passionné dans la préparation de cette intervention, c'est le fait que, on retrouve au Maroc une part de l'histoire extrêmement importante et qui peut être, qui est repris par un certain nombre d'auteurs, mais qui, je pense, doit peut-être être encore approfondi, ne serait-ce que dans les histoires éducatives, si l'on peut dire, mais de tradition enseignante, qui sont celles des écoles coraniques notamment. Bon, en tout cas, l'Afrique intérieure a été intégrée à l'économie méditerranéenne et européenne, très tôt.
à travers l'ouverture d'une voie transcontinentale allant des rives du Sénégal et du Niger à celle du Guadalquivir et de l'Èbre, au cœur de l'Espagne musulmane et jusqu'à Almeria ou Gao. Cette voie se trouvait annexée au vaste circuit commercial et culturel qui réunissait toutes les régions du monde musulman entre elles, de Tanger au Soudan, de l'Égypte à la Chine, en passant par la Perse, l'Inde et les îles Maldives, etc. Les voyages d'Ibn Battuta dans la première moitié du XIVe siècle symbolisent parfaitement ce vaste circuit commercial et culturel. Je cite deux auteurs maroco-espagnols. Cette carte, je crois, parle, elle reprend à la fois des voies traditionnelles, celles des caravanes, et puis des flux de migrants actuels. Je n'ai pas les compétences pour la détailler, mais en tout cas, cet aspect-là, lorsque j'ai vécu la chance de vivre à Marrakech, j'avais déjà été sensibilisée. Il y a un musée à Marrakech qui a été fait par un Hollandais qui est installé depuis des décennies à Marrakech, Bert Flind. Son musée s'appelle le musée Tiskiwin et il y a toute une part des collections du musée qui montre bien donc c'est tout ce qui se tramait et circulait entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc de l'époque. Bien, donc on l'a dit, je l'ai esquissé tout à l'heure, une politique de visa pour rentrer dans l'espace Schengen qui met donc des barrières aux mobilités. En même temps, on assiste en Europe et dans le monde à une libéralisation du commerce des services de l'éducation qui a été initiée par les pays anglo-saxons, mais dans lesquels les autres pays sont en train de s'engouffrer relativement allègrement. Donc la plupart des établissements des pays industrialisés entrent dans une concurrence mondialisée et cherchent à s'ouvrir à de nouveaux partenariats. Alors, dans une première partie, donc, on va s'intéresser à la mobilité des étudiants maghrébins vers l'Europe. Ils répondent principalement à une logique de mobilité étudiante, pour laquelle le dispositif Campus France est devenu complètement décisionnaire. Alors, ce dispositif a mis en place de nombreuses barrières financières géographiques. De préférence, il s'adresse aux candidats déjà diplômés, notamment ceux de sciences et techniques, avec les exigences de bons résultats, mention bien ou très bien, au baccalauréat ou à la licence, l'exigence d'un niveau de langue certifié, dont l'Institut français tire nombre de bénéfices, et de la part des familles, des ressources financières et importantes qui sont toujours à justifier, voire à rejustifier. Alors, ces étudiants, une fois arrivés en France, doivent faire face à des contraintes administratives, à la question du logement, qui est parfois très difficile à régler. Les régies, les agences immobilières posent beaucoup de difficultés. Et pour un grand nombre d'entre eux, les ressources familiales n'étant pas suffisantes, eh bien, ils doivent trouver un travail salarié à tiers-temps ou à quart-temps. Donc, il y a un grand nombre d'étudiants étrangers en France, et l'Afrique est le continent le plus représenté. Aujourd'hui, en 2017-2018, avec 98 000 étudiants, 45%, soit 15% des étudiants des universités françaises. La différence entre les 12 et les 15, c'est la part des grandes écoles. Ils sont 15% à l'université et 12,5% dans tout l'enseignement supérieur. Donc il y a de plus en plus, là je ne l'apprendrai pas, je ne vous l'apprendrai pas, d'étudiants originaires d'Asie, dont 9% de Chinois. Les étudiants marocains qui étaient il y a encore peu les plus nombreux en effectif le sont un petit peu moins à l'université, mais sont de plus en plus présents dans les formations d'ingénieurs. Voilà, donc ça c'est la part des étudiants étrangers suivant le niveau de formation. Donc on les trouve majoritairement en doctorat, ensuite en master et en licence. Donc voici les chiffres par nationalité. C'est l'Algérie qui maintenant a pris la tête avec plus de 23 000 étudiants, ensuite le Maroc, puis la Chine, puis le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Liban, et ensuite les étudiants de l'Union européenne. Et vous voyez qu'en dépit des facilités qui leur sont accordées, eh bien, le taux d'étudiants provenant de l'Union européenne est équivalent à celui de l'Algérie et, à peu de choses près, du Maroc. Voilà, ce sont des répartitions des étudiants dans les principales filières de formation. Donc on va retrouver ce que je viens de dire, à savoir que les Marocains sont davantage dans les formations d'ingénieurs, par exemple, que les Algériens. Ceci sans doute parce que si je ne me trompe pas et si cela existe encore, il y a une politique commune de bourse entre la France et le Maroc qui permet aux étudiants des classes préparatoires
ici au Maroc, donc lorsqu'ils intègrent dans une école d'ingénieurs française, de bénéficier de bourses. C'est un programme partagé, auquel la France contribue largement. D'ailleurs, il y a quelques années, pratiquement l'essentiel du financement de la coopération universitaire était dévoué à ces bourses, ce qui est un peu pénalisant, par ailleurs, pour les programmes de coopération universitaire que l'on voudrait pouvoir conduire. Bien. Bon, il y a une chercheuse d'origine, enfin, je ne sais pas quelle est sa nationalité exacte, en tout cas je sais qu'elle est d'origine algérienne, mais elle est en poste au LAMES à Aix-Marseille, et donc elle a travaillé sur des trajectoires d'étudiants plutôt algériens en France, mais il se trouve que quelques-uns sont originaires du Maroc, et j'ai trouvé intéressant de m'appuyer sur son enquête. Et là, on a le cas d'un jeune, pour voir effectivement quelles sont les difficultés que rencontrent ces étudiants en France. Donc on a le cas de Noureddine, dont la mère est marocaine, le père algérien, mais qui est installé au Maroc comme avocat. Donc Nourdine a été marquée par l'expérience de son frère, qui vit en Espagne et qui ne revient au Maroc, qui est bien installé, et qui ne revient au Maroc que pour des visites familiales. C'est un cas assez courant, mais un exemple de réussite sociale. Donc, il a décidé de partir en France, il a été aidé et accompagné par ses parents, même sa maman, ancienne enseignante de français, donc l'a accompagné pour son installation. Et donc, du coup, elle a aidé à s'inscrire à la Sorbonne, il a préparé une licence et une maîtrise. Bon, il a fait quelques petits travails, mais voilà, il nous dit au début, c'était l'enchantement, je voyais mon projet se concrétiser, j'étais chouchoutée par ma mère qui m'accompagnait partout. Et puis ma mère a dû retourner au pays. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que vivre loin de ma famille et de mes amis n'était pas une chose facile. Mais pour moi, c'était un défi que je devais surmonter. Ce défi, c'était de ne pas décevoir mes parents qui avaient beaucoup fait pour moi, pour surmonter le changement de climat, la solitude, l'environnement social qui n'est pas le même qu'au Maroc. Voilà, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'il dit à propos de ses compétences en français. Concernant les 2 premières années d'études à la Sorbonne, j'avais des problèmes de langue. Dire que ma mère est prof de français. Quand bien même, je me suis débrouillée, car ce qui me manquait, en fait, c'était juste la pratique. J'avais pas mal de notions en français, et avec ma persévérance, maintenant, je parle français comme tous les autres sans problème. Et puis, le système d'enseignement au Maroc est le même qu'en France, avec juste quelques ajustements qui se rapportent à la religion. Donc l'enquêteur lui demande « Que fais-tu maintenant à l'université Paris 8 ?» Et bien voilà, il nous raconte sa vie. Donc pour bien vivre en France, loin de sa famille, il faut bien intégrer les réseaux sociaux, se faire des amis. Ici, il y a beaucoup de Maghrébins, je viens pour rencontrer des amis, surtout algériens et marocains, et puis à chaque fois, il y a d'autres qui se joignent à nous. Et de cette façon, on surmonte le problème d'éloignement par rapport à nos familles et nos pays. Voilà, donc on voit qu'effectivement les difficultés qu'il a pu ressentir en français ont été assez vite surmontées parce qu'en fait, c'est une chose qu'on rencontre ici, je crois, lorsque l'étudiant arrive dans les études universitaires ou de français et langue d'enseignement, il dispose de compétences, mais en fait, il ne les réalise pas tout de suite. Il lui faut quelques mois pour arriver effectivement à se retrouver plus à l'aise en fonction des nouvelles exigences qui sont celles de l'université. Et bien en France, c'est un peu la même chose. Là, il y a des connaissances, comme on dit, passives, mais qu'il faut actualiser et qui vont effectivement devenir de véritables compétences dans la mesure où il va pouvoir interagir et peut-être aussi travailler davantage. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est effectivement les conditions de l'étudiant qui souvent est obligé de travailler, d'avoir un travail salarié, que ce soit dans la restauration rapide, les services, le petit commerce, ou bien encore des activités comme le gardiennage, la garde d'enfants. C'est très difficile pour les étudiants étrangers de trouver un bon compromis entre les études et le travail salarié. Et on doit souligner aussi qu'ils développent une culture du lien donc avec des communautés proches de la leur, donc communauté de Maghrébins. Il semble qu'il n'y ait pas d'animosité, bien au contraire, entre les étudiants des différents pays du Maghreb et qu'ils se rejoignent volontiers. Et que pour eux tous, ce sont des compromis énormes qu'ils doivent faire.
et que certains, eh bien, lorsqu'ils le travail, enfin, que pour beaucoup le travail est quelque chose qui les absorbe et qu'ils doivent renoncer à l'excellence pour pouvoir concilier petit boulot et études. Donc ce sont les travaux de Ouwa Belocine, 2018. Donc constitution d'étudiants en réseau, et ça on va le retrouver ici avec les communautés subsahariennes, ça a déjà été évoqué largement ce matin, pour faire face aux contraintes, s'adapter à un environnement étranger. L'apport du réseau amical. Alors, ce qui est, je n'ai pas l'importance du réseau amical des amis, et ce qui est assez surprenant et qui mérite des études plus approfondies, il semble quand même que ce soit le cas des Maghrébins, mais j'ai écouté récemment une communication dans un colloque qui parlait d'étudiants turcs. Il semblerait que ces étudiants étrangers aient finalement assez peu de contact avec les Français de souche, comme on dit, très mal au Front National. Alors, quelles en sont les raisons? La communication que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps de la part d'un collègue turc laissait entendre que, dans un premier temps, ils avaient des difficultés à manier des interactions quotidiennes avec toutes ces expressions qui sont à la mode, ce mélange parfois de code qui est utilisé entre étudiants dans la plupart des sociétés, mais aussi en France, et qu'ils n'osent pas demander des explications, et que finalement, ne comprenant pas tout ce qui se passe dans une interaction habituelle, eh bien, ils finissent par se retirer. En tout cas, c'est ce que disait le collègue turc qui échange régulièrement par Skype avec des étudiants inscrits en Sorbonne à Paris. Alors, ce n'est pas ce que disent là ceux qui sont interviewés, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est à creuser parce que, comme je vais l'exposer ensuite, bon, manifestement, il y a eu des échos plus tangibles de ce type de problème, et on va voir que nous avons des collègues chercheurs qui ont essayé donc de construire des outils et des ressources didactiques pour pallier ces inconvénients. Bon, là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on voit les représentations donc, des parents de ces étudiants en mobilité en France. Donc pour certains, c'est une réussite. Pour Slimane, marocain enseignant de français à la retraite, tous ses enfants sont à l'étranger et tout s'y trouve bien. Et il dit à son collègue algérien que c'est nous au Maroc, nous avons plus de facilité d'envoyer nos étudiants à l'étranger que chez vous. En Algérie, nos politiques maintiennent de bonnes relations internationales, ils encouragent nos compatriotes à aller vers l'international. Bon, je ne sais pas la part de représentation et de réalité, puisqu'on voit que les chiffres montrent quand même qu'il y a bien autant, si ce n'est un peu plus, d'étudiants algériens que de Marocains en France. Ensuite, là, bon, témoignage d'un autre père qui explique que son fils, il était pourtant sous la protection de son grand-père, mais finalement il s'est fait embaucher comme vigile et il a perdu pied dans ses études. Seul à Paris, sans personne pour le conseiller ou l'aider, eh bien, il a abandonné. Et ses parents s'en sont rendus compte tardivement. Alors, il y a une sorte de façon de compenser ça en disant que finalement, on pouvait quand même se débrouiller en France, même si on n'avait pas une situation professionnelle très enviable. Mais enfin, je suis très sceptique sur le fait que l'on puisse vivre correctement en faisant des vendanges. C'est pourtant ce qui est dit. Bien, alors, qu'est-ce qui... Ça y est, je me trompe de sens. Bon, alors, pour mieux accueillir et faciliter l'insertion et l'intégration de ces étudiants étrangers, eh bien, les universités françaises et les centres de langue notamment ont mis en place des centres de ressources et des dispositifs d'accueil et d'intégration à la vie universitaire. Les premiers travaux ont été conduits par Chantal Parpet particulièrement à Lyon 2. Et je peux vous montrer rapidement ce qui a été fait dans le cadre d'une coopération avec le Brésil, où on a un site de ressources qui s'intitule Sciences sans frontières, où on voit qu'on a des documents et des activités en ligne qui permettent de connaître à l'avance comment s'organiser les études, comment fonctionne le campus universitaire, quels sont les éléments principaux de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils vont faire avant le départ,
les niveaux de compétences qui sont attendus notamment. Bien, alors en fonction des niveaux de langue, eh bien, on va travailler plutôt les structures d'enseignement, ou bien assister à une réunion de rentrée à l'université, ou bien rentrer plus facilement dans les cours. Par exemple, ici, ce sont des étudiants en architecture, ou bien des étudiants en sciences, et à ce moment-là, on sera dans une perspective qui est plus celle du français sur objectif universitaire. Bon, c'est un partenariat qui était commun avec la Belgique et avec le Canada, et on va retrouver à peu près les mêmes propositions donc, chez nos partenaires. Donc l'idée, c'est de prendre en charge les besoins inhérents à la gestion des situations universitaires dans lesquelles se trouvent les étudiants. Comme le disent les auteurs du français sur objectif universitaire, le milieu académique de l'université ou de l'enseignement supérieur génère des discours très spécifiques, très typés et en même temps très divers. Et il est nécessaire donc d'y acculturer les étudiants d'une certaine manière, ça fait partie de leur terminologie. Bon, je ne m'étends pas sur le français sur objectif universitaire, je pense qu'il est désormais bien connu, et en plus je ne crois pas qu'il soit adapté particulièrement, enfin spécifiquement à la situation marocaine. Je voudrais quand même vous montrer, si jamais, pour information, un projet qui a été monté par Virginie André, particulièrement du laboratoire ATIF, et qui s'appelle Fleuron, et qui est une ressource en ligne, qui a pour origine aussi la mobilité étudiante, provoquée par l'accroissement du nombre d'étudiants étrangers à Nancy, et qui a, à force de côtoyer les étudiants, eh bien, constatant que les démarches notamment administratives, leur paraissent identiques, lourdes, voire opaques, y compris d'ailleurs pour les Français, que les étudiants découvrent les situations de communication diverses auxquelles ils sont confrontés en même temps qu'ils sont informés des démarches qu'ils ont à faire, et donc qui a décidé de mettre en ligne, à partir d'un corpus de ressources authentiques, issues des travaux du laboratoire, eh bien, un certain nombre d'interactions vidéo, donc des documents vidéo et audio avec transcription systématique, sous-titrage, qui sont estimés représentatifs des situations auxquelles les étudiants seront confrontés dès leur arrivée dans une université française. Et puis il y a également un outil d'analyse, un concordancier, qui réunit texte, son et vidéo. Voilà, donc Fleuron. Vous avez accès en ligne très facilement si vous rentrez Fleuron à TILF. Donc vous avez les procédures d'inscription, les situations de problème, la demande d'information, comment choisir ses cours, comprendre un itinéraire. Il y a à la fois des éléments de la vie étudiante, des éléments de l'administration, et puis ce qui concerne la vie quotidienne, la culture et les lieux de culture. Voilà, donc c'est un apprentissage sur corpus qui donne un accès direct aux ressources et aux données langagières. L'étudiant peut travailler seul, à son rythme, en choisissant les situations, les locuteurs, les objectifs, les buts. Et s'il y a un enseignement possible, ce sera plutôt un accompagnateur, un guide ou un conseiller. Donc voilà une page telle qu'elle se présente. Avec le document vidéo, on peut effectivement manipuler, masquer les titres, les sous-titres, cacher la transcription si l'on veut. Et on va retrouver un certain nombre d'expressions donc, dans le concordancier. Ici, c'est un exemple des occurrences du mot « même », avec les divers emplois qui peuvent être travaillés. Voilà, recherche du fonctionnement de même, comme comparaison, désignant la simultanéité, déjà aussi, etc. Alors, ce que les travaux en fait, de recherche plutôt linguistique et sociolinguistique ont montré, c'est la difficulté pour les étudiants de rentrer dans le détail de ce type de la compréhension de ce type d'expression. Ce qui est visé, c'est la compétence interactionnelle en langue. On prétend pouvoir enseigner à apprendre l'interaction, comprendre les échanges réels en situation, prendre en compte le contexte, découvrir et utiliser les expressions les plus fréquentes, adapter et ajuster en permanence ses propos aux autres participants. Il s'agit de ne pas se limiter au lexique seul ou à la grammaire, mais prendre en compte les formulations d'usage, y compris la gestualité, avec les formes de pointage, par exemple, les formats, intégrer la dimension sociale et multiculturelle, à la fois dans la gestualité, dans les émotions et dans les différentes fonctions langagières. Bon, il y a aussi un travail qui est fait par mon laboratoire, qui est IGAR, comme l'a décrit notre collègue tout à l'heure, où l'on a accès à 40 extraits de corpus documentés et didactisés, et qui là ne portent pas du tout sur les situations universitaires, mais des situations de la vie quotidienne auxquelles sont confrontés les étudiants, ou bien la prise de rendez-vous médical, par exemple. Voilà. Bien, donc on a là une vision qui est
extrêmement centré sur l'insertion-intégration donc des étudiants dans les universités françaises et qui ne prend absolument pas en compte leur réalité finalement quand ils arrivent. Ils sont pris comme, comme des étudiants lambda, si je puis dire. On ne prend pas en compte leurs caractéristiques ni leur plurilinguisme. C'est le français qui est la cible et la cible